Donc ce cours a été proposé à des viticulteurs et permet de voir quelques informations sur les produits de biocontrôle, on rappelle, et également quelques explications sur les difficultés à les utiliser sur le terrain. Il a été fait dans le cadre de la chaire d'entreprise Agro6 de Montpellier Supagro. Donc, juste pour information, cette chaire regroupe un certain nombre d'entreprises comme Advini, la compagnie fruitière, Bayer, la Société des Canals de Provence et Épi de Gascogne. Donc, un des problèmes du biocontrôle est son manque d'efficacité, notamment au vignoble. Donc, on obtient des résultats intéressants au laboratoire, même en serre, on obtient des résultats souvent globalement intéressants. Mais lorsqu'on passe au terrain, donc dans un vignoble ou dans n'importe quel champ, les résultats sont très peu concluants. Et il existe un document notamment sur vigne qui a été fait déjà il y a quelques années par des Italiens où ils avaient testé 91 produits en serre et 75% de ces produits étaient efficaces, permettaient un contrôle à 90% du milieu de la vigne. Mais au champ, sur la vingtaine de produits qu'ils avaient testés, seuls 4 produits avaient été efficaces et en réalité ils étaient tous en mélange avec du cuivre. De la même manière, si on recense ce qui a été fait dans le cadre du RMT illicitra sur la vigne, toutes maladies confondues, il y a eu 53 essais référencés au champ sur vigne, et sur ces 53 essais, 7 ont considéré que les produits étaient efficaces, et 6 moyennement efficaces. Donc on voit qu'en grande majorité, donc ces données et ces retours terrain sont plutôt pessimistes. Et la question qui se pose, c'est quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité de ces produits, notamment dans un vignoble. Donc, pour rappel, quand un agent pathogène attaque la vigne, on peut utiliser des micro-organismes bénéfiques. Donc il y en existe 157 espèces qui ont été décrites, et pourtant seulement une vingtaine sont homologuées en France. Ces micro-organismes peuvent entrer directement en compétition avec les agents pathogènes et ainsi être plus performants pour récupérer les nutriments. Ils peuvent parasiter directement les agents pathogènes et ils peuvent les tuer en sécrétant des substances antibiotiques. Ils peuvent agir également indirectement en induisant les défenses de la plante et ainsi cela va diminuer la capacité de l'agent pathogène à attaquer la plante. Un petit rappel également sur les mécanismes de résistance de la plante. Donc lorsqu'un agent pathogène arrive à la surface d'une plante, il est composé entre autres d'éliciteurs généraux, qu'on appelle en science des PAMP, pour Pathogen Associated Molecular Pattern. Ces éliciteurs sont reconnus par des récepteurs de l'immunité basale qui sont généralement situés au niveau de la membrane et qui vont induire une défense qui va être partielle mais qui peut être assez efficace. Mais ces agents pathogènes sont capables de sécréter des petits effecteurs, donc qui sont en fait des molécules d'attaque, qui permettent entre autres de supprimer ces défenses basales. Et on observe dans ce cas-là que les plantes vont être plutôt sensibles. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez de l'oïdium qui s'est développé, donc on voit bien les filaments mycéliens de l'oïdium. Donc heureusement, il existe des récepteurs de l'immunité qui sont capables de reconnaître ces effecteurs. La plupart sont intracellulaires au niveau du cytoplasme. Et lorsqu'il y a cette reconnaissance, qu'on appelle en science l'ETI pour immunité induite par la reconnaissance d'effecteurs, ils vont détruire les cellules qui sont attaquées. C'est ce qu'on observe ici toujours sur l'oïdium, avec en présence du gène RUN1, on voit des nécroses et on voit que le champignon n'a pas pu se développer, il est mort très, très rapidement. Et donc cette résistance totale, c'est un peu une stratégie de terre brûlée qui permet de neutraliser l'agent pathogène en tuant certaines cellules localement. Ça n'a pas d'impact majeur sur la plante. Donc, si on résume un peu les différentes étapes de la défense, quand on utilise ce qu'on appelle un éliciteur ou un stimulateur de défense des plantes, on peut soit choisir de mimer la présence d'un agent pathogène. Donc c'est le cas par exemple
de tout ce qui est composé, entre autres, donc des fameux éliciteurs ou PAMP dont je parlais, donc le chitosane, la laminarine, le kosoga, le roméo, divers extraits de plantes. On peut également choisir de réguler les défenses, donc ça, pour cela, on utilise notamment des hormones végétales qui vont modifier l'expression des gènes de défense. Donc par exemple, c'est le cas du bion, qui est composé d'un analogue de l'acide salicylique. On peut aussi choisir d'utiliser les défenses de la plante elle-même. C'est très difficile à produire et donc il en existe très peu sur le marché. Mais c'est le cas du resveratrol qui s'avère être très peu efficace au champ. Et on peut également modifier l'état physiologique de la cellule en séquestrant notamment certains nutriments. Et c'est ce que font notamment, entre autres, les phosphonates et le tréhalose. Donc le constat qui a été fait par le RMT et l'ICITRA et qui est recensé dans ce livre sur les stimulateurs de défense des plantes, c'est qu'ils ont identifié 6 principaux leviers qui empêchent une utilisation optimale des produits de biocontrôle au champ. Donc parmi ces leviers, il y a tous les paramètres écologiques, des paramètres épidémiologiques qu'on pourrait contrôler en ayant une certaine gestion du paysage, en limitant les plantes réservoirs, en modifiant les pratiques agronomiques, les rotations, la densité, donc tout ce qui peut permettre de modifier en fait l'épidémiologie et donc de limiter la quantité d'inoculum dans la parcelle. On constate que généralement, les produits de biocontrôle peuvent être efficaces en cas d'épidémie faible ou modérée et se retrouvent facilement dépassés en cas d'épidémie forte. Donc toutes les méthodes qui permettent de contenir l'épidémie vont être favorables à ces produits de biocontrôle car ils ne vont pas les mettre en échec ou en risque de décrochage. Un autre facteur qui est difficile à étudier, pour lequel on dispose de peu d'informations, c'est le microbiote. Donc, ce qu'on appelle le microbiote, ce sont tous les micro-organismes qui vivent dans le sol ou à la surface de la feuille. Et donc, en général, quand on utilise un micro-organisme antagoniste, en réalité, on s'appuie sur le microbiote en lâchant, en quelque sorte, un microbiote à la manière dont on fait des lâchers d'auxiliaires contre les ravageurs. Donc on a constaté par exemple des effets intéressants de certaines bactéries qu'on appelle les PGPR qui permettent d'augmenter la croissance et qui pourraient avoir une activité de protection. On constate aussi des effets des mycorhizes, mais pour l'instant ce registre-là a été encore peu détaillé et mérite encore quelques recherches un peu plus poussées. Un troisième facteur important, c'est le produit lui-même. Donc beaucoup des entreprises qui ont créé des produits de biocontrôle étaient à l'origine des petites startups qui n'avaient pas forcément les moyens de travailler de manière très détaillée sur la formulation d'un produit, sur sa manière de l'appliquer. Notamment, on s'est aperçu que certains produits vivants ne survivaient pas toujours à la pulvérisation classique, puisque la pression de pulvérisation était trop forte pour ces cellules-là. La formulation n'était pas toujours optimale pour permettre vraiment une couverture efficace. Et certains produits vont être sensibles aux UV par exemple et peuvent disparaître rapidement après l'application. Et donc un gros effort est nécessaire sur cette partie-là d'amélioration, disons, physico-chimique des propriétés des produits. Un quatrième facteur est l'agent pathogène, c'est un des facteurs les plus négligés paradoxalement, mais il y a eu quelques études qui ont comparé notamment l'effet des biocontrôles selon les souches d'agents pathogènes. Donc je rappelle qu'à l'intérieur d'une espèce, par exemple sur le botrytis, il y a différentes souches, différentes populations. Par exemple, il peut y avoir des souches de botrytis qui peuvent croître rapidement et d'autres qui croissent plus lentement. Et on peut s'apercevoir que certains produits de biocontrôle vont être plus efficaces sur certaines souches que sur d'autres. Donc même si le produit a été homologué sur une souche, il peut s'avérer être peu efficace pour d'autres souches. Et il ne faut pas oublier que le pathogène évolue. Tout ce qu'on a pu observer par rapport notamment à ce qu'on connaît sur les résistances variétales des plantes,
on risque de l'observer sur les produits de biocontrôle, c'est-à-dire que les gènes de résistance qu'on a utilisés et qu'on utilise au champ peuvent être contournés par l'agent pathogène si on les utilise mal. Et de la même manière, un produit de biocontrôle qui pourrait être très intéressant pourrait être contourné, et on a déjà des exemples de contournement. Et donc il faut vraiment prendre en compte l'agent pathogène et sa capacité à contourner certains produits. Un cinquième facteur, c'est la nutrition et en fait plus généralement l'état physiologique de la plante. Donc toutes les pratiques culturales, la fertilisation, l'irrigation, qui vont modifier l'état physiologique de la plante, vont avoir un impact sur sa capacité à se défendre. Le fait qu'elle soit dans un stress salin, un stress hydrique, là aussi la plante va modifier sa physiologie. Il faut bien comprendre que les plantes doivent choisir entre différents signaux et choisir la meilleure réponse à un temps donné. Et si la plante reçoit à la fois le signal qu'il faut croître et faire des fruits et d'un autre côté se défendre, il est difficile de pouvoir jouer sur tous les tableaux en même temps. Et donc il faut faire des choix. Et on peut s'apercevoir parfois que dans certaines conditions, les défenses sont bien induites, mais ça n'est pas suffisant dans ces cas-là, et la plante est sensible. Enfin, le dernier facteur, c'est la génétique de la plante. Donc là aussi, un facteur pas toujours très étudié. Donc au-delà du fait que les plantes ont une certaine résistance aux agents pathogènes, on s'aperçoit aussi que leur capacité à répondre aux produits de biocontrôle et donc à induire leur défense est aussi dépendante de leur génétique. Et notamment des tests qui ont été effectués sur des panels de variétés ont permis de montrer que toutes les variétés ne sont pas induites par les produits de biocontrôle. Bien au contraire. Donc, je vais revenir sur certains de ces points. Par exemple, l'agent pathogène. Ici, vous voyez différentes souches de botrytis dont je vous ai déjà parlé. Et on peut voir ici, on a mesuré le diamètre des lésions lorsque des tomates, je crois, ont été inoculées avec ces différentes souches. Ces tomates avaient été soit non traitées en bleu, soit traitées avec une levure de biocontrôle. Donc vous voyez par exemple ici un traitement extrêmement efficace pour cette souche PP1A avec un diamètre de lésion autour de 8 cm sans traitement qui tombe à presque 0 avec le traitement de levure. Donc ici, tous ces traitements sont assez efficaces. Par contre, si on va de l'autre côté, ici pour ces souches-là, bien cette fois-ci, le traitement n'a strictement aucune efficacité. Donc vous voyez que selon les souches, le traitement peut être très efficace ou pas du tout efficace. Ensuite, il faut réaliser que les agents pathogènes sont capables de supprimer les défenses naturelles des plantes. Donc je vous disais en introduction, notamment via les effecteurs. Donc on peut imaginer qu'un traitement de biocontrôle a permis d'induire les défenses des plantes. C'est ce qu'on attend d'un SCP. Donc la plante a bien induit ses défenses et on l'observe. Nous, si on mesure l'état de défense de la plante, on voit une induction. Mais si l'agent pathogène qui va arriver sur cette plante a la capacité de détruire ses défenses grâce à ses effecteurs, cela va réduire à néant complètement le produit de biocontrôle que l'on aura utilisé. Et la plante sera sensible. On a ainsi un certain nombre d'agents pathogènes, ici, que vous voyez tout autour, qui sont capables de supprimer un des régulateurs, ici, des défenses, par tout un tas de manières. Donc, il ne faut pas oublier que les agents pathogènes et les plantes ont coévolué au niveau de leur système immunitaire depuis un certain nombre d'années. Et donc, quand on se base sur les défenses naturelles de la plante, il ne faut pas oublier qu'en face, l'agent pathogène aussi a évolué face à ces défenses et peut avoir déjà trouvé des solutions pour les contourner ou les supprimer. On a également observé des capacités de certains agents pathogènes à résister et à contourner les produits de biocontrôle. Donc ici par exemple, vous avez un if de Phytophthora qui a été attaqué par Pythium oligondrum, qui est un champignon antagoniste de biocontrôle. Et vous voyez qu'en réponse à cette attaque, donc c'est un parasite pour le pathogène, le pathogène Phytophthora a été capable ici de sécréter, de se défendre en produisant une paroi, ici noire, très très épaisse, qui empêche en fait
l'agent antagoniste de l'attaquer. Donc Phytophthora résiste ainsi aux produits de biocontrôle. Et ici, vous avez un certain nombre de bactéries qui produisent un antibiotique, et certaines souches de bactéries ici sont capables de résister à cet antibiotique. Et du coup, cette bactérie antagoniste n'est pas forcément aussi efficace qu'on pourrait l'attendre, puisque dans l'environnement, un certain nombre de micro-organismes ont la capacité de résister aux antibiotiques qu'elle produit. Un autre facteur important, ce sont les pratiques culturales, donc notamment la fertilisation, l'irrigation. Donc en vigne, un exemple par exemple qui n'existe pas en France heureusement, c'est le cas de Xylella, donc la fameuse bactérie qui risque d'arriver sur notre territoire, donc qui existe en fait en Californie et qui s'appelle la maladie de Pierce. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en cas donc, de stress hydrique, les symptômes de Xylella étaient amplifiés. C'est une bactérie qui est vasculaire, donc évidemment, en cas de stress hydrique, tout ce qui touche le système vasculaire va augmenter les symptômes. Donc ici, vous avez une vigne qui n'a aucun stress, donc qui se porte très bien. Cette vigne ici a subi un stress hydrique, donc on voit un certain jaunissement, mais elle n'a pas eu de Xylella. Ici, vous avez une vigne infectée par Xylella, donc on voit des symptômes sur feuilles qui sont bien différents des symptômes du stress hydrique. Et ici, en cas de stress combiné, on s'aperçoit que si on compare ces deux cas ici, les feuilles ici sont plus fortement impactées. Donc le stress hydrique a augmenté l'impact de Xylella. Ce qui pourrait impliquer qu'une bonne irrigation de la vigne pourrait permettre de limiter les symptômes de Xylella. Un autre exemple, cette fois-ci de levier, au niveau du choix variétal. Donc, même si en vigne, le choix n'est pas aussi évident ou aussi facile à utiliser comme levier que ce qu'on peut faire avec une culture annuelle, on peut quand même comparer les cépages pour leur capacité notamment à se défendre. Et donc cette étude qui a été faite en Suisse, dans cette étude, ils ont mesuré ici donc, le niveau de développement du mildiou. Donc plus on est élevé, plus le mildiou se développe. Et ici, vous avez des variétés résistantes. Et en dessous, vous voyez le niveau de défense de ces variétés, notamment la concentration en viniférine, qui est une des molécules de défense. Et donc vous voyez une corrélation, plus les vignes, ces cépages-là sont capables de se défendre, et moins on observe de symptômes. Et au contraire, donc ces différents cépages, parmi lesquels vous allez retrouver le chasselas, le gamay, le pinot noir, donc tous ces cépages-là ont très peu de défense et sont plus sensibles au milieu. Donc vous voyez que tous les cépages n'ont pas la même capacité à se défendre. On pourrait se poser la question de proposer un outil d'aide à la décision pour permettre de lâcher entre guillemets les produits de biocontrôle à la meilleure période. En effet, on utilise un certain nombre de produits de biocontrôle qui sont des antagonistes, donc qui sont des micro-organismes vivants. Ces micro-organismes ne peuvent pas être pulvérisés à n'importe quel moment. Et il s'agit de champignons par exemple, ou de bactéries qui ont besoin d'un certain climat pour pouvoir réellement se développer. Et ils ont aussi besoin que la plante soit disponible pour pouvoir s'abriter et qu'elle soit dans un certain état. On comprend bien du coup qu'on ne peut pas pulvériser, je pense à un trichoderma ou un autre champignon de manière complètement aléatoire, et qu'il faudrait choisir le bon moment dans la journée au moins, la bonne journée, et que autant pour les maladies on dispose de modèles qui nous préviennent à quel moment on a des risques infectieux, de la même manière on pourrait avoir des modèles qui nous disent à quel moment il faut pulvériser nos produits de biocontrôle. Et pour l'instant nous ne disposons pas de ce type de modèle, même si pourtant ces informations paraissent capitales. Pour les microbiotes, comme je vous disais, pour l'instant on a assez peu d'informations. Donc l'idée globale, c'est que dans des écosystèmes naturels, on a un microbiote qui peut sembler pas forcément plus riche, mais peut-être mieux structuré, avec des fonctions plus diversifiées qui permettent de rendre un service, ce qu'on appelle les services écosystémiques, à la culture.
Dans un écosystème dégradé, ces services ne sont plus rendus et on ne retrouve plus, par exemple, certains acteurs clés du microbiome. L'idée qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut modifier le microbiome, soit en apportant et en lâchant des antagonistes bénéfiques, soit en ayant des pratiques culturelles qui sont favorables à un microbiote bénéfique. Par exemple, par le choix variétal, par la manière dont on fertilise le sol, etc. Un autre levier, c'est la pulvérisation. Donc ici, vous voyez l'effet de la formulation sur la survie en stockage de bactéries antagonistes. Vous avez différentes formulations possibles et la survie qui a été testée au bout d'un certain temps. Donc vous voyez que suivant les formulations, donc des données d'entreprise, on voit que vous avez des formulations qui permettent un bon taux de survie et d'autres formulations quasiment aucune survie. D'où l'importance réelle d'avoir des capacités dans les entreprises et même dans les petites PME à avoir des chimistes qui proposent et qui testent des formulations. Un autre point important, c'est le taux de couverture lors de l'application. Donc ici en vert, donc on a utilisé des bactéries qui ont été transformées pour pouvoir être visibles. Donc bien sûr, ce n'est pas des bactéries qu'on a le droit d'utiliser en milieu naturel, mais ça permet de voir réellement les gouttelettes et en rouge, au contraire, vous avez le pathogène. Donc on voit que ici, si on est à l'extérieur d'une gouttelette, il y a 45% des agents pathogènes qui sont capables de germer et d'attaquer, alors que lorsqu'on est à l'intérieur de la gouttelette, seulement 18% des agents pathogènes sont capables de germer. Donc ça montre qu'à l'extérieur de la gouttelette, votre agent pathogène pourra parfaitement se développer. Et donc la couverture est essentielle. Il faut avoir une couverture très homogène. On n'a pas le droit d'avoir de trous dans la couverture. Autant avec certains pesticides, notamment systémiques, on pouvait se le permettre, autant là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc on peut voir que suivant une des grosses différences d'ailleurs entre les manips en serre où on utilise généralement des pulvérisateurs manuels qui permettent une très bonne couverture par rapport aux pulvérisateurs au champ qui ne permettent que rarement une très bonne couverture, on voit rien qu'avec ces résultats-là, on peut expliquer les différences qu'on observe entre des tests en serre et des tests au champ. Donc travailler sur une meilleure couverture et une optimisation de la couverture est essentiel pour ces produits-là. Donc comment s'affranchir des limites du système? Eh bien, ça paraît important quand on utilise des produits de biocontrôle de penser à tester plusieurs souches d'un même agent pathogène. Parce qu'il peut y avoir l'étude en fait, de la diversité au niveau de l'agent pathogène peut permettre d'identifier déjà des futurs problèmes et des risques de contournement. Ensuite, il est important de tester la résistance de la plante dans différentes conditions. Par exemple, de vérifier l'efficacité du produit en conditions effectivement contrôlées, mais également en cas de stress hydrique, en cas de fertilisation élevée, et comme ça de tester et de valider. On peut le faire en conditions contrôlées, on peut le faire en serre en fait, de mimer des conditions de terrain, pour ensuite choisir des produits, certains produits et les tester au champ. Donc l'idée c'est de choisir des produits qui pourraient marcher dans dans un maximum de conditions et qui seraient efficaces contre un maximum de souches. Donc qu'est-ce qu'on pourrait essayer de tester dans le futur? On pourrait tester par exemple l'effet variétal. Les tests qui ont été effectués sur des panels de variétés ont montré qu'on peut trouver des variétés qui répondent mieux à ces produits-là. Et donc pourquoi pas vendre des couples variétés-produits. Le travail sur les micro-organismes et donc la proposition de probiotiques est encore en cours, mais peut être très prometteur. On peut également penser à produire des molécules qui n'auraient pas d'effet phytosanitaire, mais qui en fait seraient des boosters de la vie du sol ou des boosters du microbiote des feuilles, et ainsi favoriser les micro-organismes bénéfiques ou défavoriser l'agent pathogène. Et un autre chantier important, c'est tout ce qui est méthode d'application et formulation. Donc, voici un peu une réflexion sur ce qu'on pourrait faire pour optimiser l'approche classique pour apporter un antagoniste.
Donc on s'aperçoit qu'on a un risque biotique. Donc les données environnementales et épidémiologiques vont pouvoir nous dire si c'est le bon moment ou pas pour mettre notre produit de biocontrôle vivant. Est-ce qu'il pourra se développer dans l'environnement ou pas? Ça nous permettra de choisir un timing pour l'appliquer. Et on pourra aussi intégrer les données épidémiologiques de l'agent pathogène pour choisir le meilleur timing pour les deux, donc le plus favorable pour notre biocontrôle et le plus défavorable pour l'agent pathogène. Il faut bien sûr travailler sur une bonne couverture au niveau de l'application pour permettre vraiment une application optimale. Et ensuite, on peut faire en sorte d'optimiser les différents modes d'action de notre produit. Donc choisir de l'utiliser sur certaines variétés, celles qui sont les mieux à même de répondre à ce produit. Choisir, si c'est un antagoniste, celui qui a le plus d'impact sur l'agent pathogène. Toutes les souches qui sont commercialisées n'ont pas le même impact sur les agents pathogènes. Et choisir aussi des souches capables de coloniser rapidement le milieu pour s'installer dans le milieu. Et donc, il nous faudrait des indicateurs qui nous permettraient de tester effectivement pour chaque produit quelles sont les capacités des plantes à répondre à ces produits-là, quelle est sa capacité d'antibiose suivant les souches, et quelle est sa capacité à coloniser un milieu. Et donc quand on vend un produit de biocontrôle, il paraîtrait important pour les acheteurs d'avoir ces informations-là. Quelles sont les variétés pour lesquelles il marche? Est-ce que ce produit a un impact direct, et donc quelle est sa capacité fongicide, et quelle est sa capacité à coloniser le milieu. Pour ce qui est des probiotiques, on s'aperçoit que ici vous avez des tests qui ont été faits où on lâche une seule bactérie, donc un antagoniste, ou au contraire différentes combinaisons de produits. Et donc ce qu'on appelle les consortia, ce sont en fait des combinaisons de bactéries. Donc dans les probiotiques, vous auriez des combinaisons de différentes bactéries. Et on s'aperçoit que c'est plus efficace en général, que certaines combinaisons d'ailleurs peuvent être très efficaces. Et donc plutôt que de lâcher, comme on le fait actuellement, une seule espèce, une seule souche d'antagonistes, il faudrait aller vers la mise au point de produits plus complexes avec plusieurs souches, ce qui pose un réel problème au niveau de l'homologation, puisque chaque souche est censée être homologuée indépendamment, et que parfois certaines souches peuvent en elles-mêmes ne pas avoir une réelle efficacité, et donc ne pourraient pas être homologuées, mais il s'avère que en mélange avec d'autres, elles augmentent l'efficacité des autres. Donc c'est une question assez compliquée et qui est limitée par les problèmes d'homologation et de régulation. Et donc ici on voit des propositions qui sont faites de production de consortiums bactériens qui pourraient être testés au champ. Donc dans certains pays, il y a moins de limitations au niveau réglementaire et ce type de produit pourrait voir le jour. Mais probablement plus difficilement en Europe. Donc en conclusion, voici une proposition. Donc on quitte la vigne et on parle du blé. Donc pour lutter contre la fusariose du blé, on pourrait imaginer d'abord de choisir des variétés qui ont un certain niveau de résistance. Donc toutes les variétés n'ont pas le même niveau de résistance, donc on peut choisir plutôt des variétés qui ont déjà intrinsèquement une résistance correcte à la fusariose. Ensuite, on peut proposer un traitement des semences avec des bactéries antagonistes intéressantes. Ici, vous avez des champignons et des bactéries qui sont proposées en traitement de ces semences par rapport à une molécule chimique et par rapport aux témoins non traités. Et donc, on s'aperçoit qu'avec un traitement de semences, on peut réduire la maladie. Donc, on choisit une variété déjà avec une résistance intrinsèque, on traite la semence avec une bactérie antagoniste, et en cas d'attaque, au cours de la saison, on utilise soit un produit de biocontrôle comme l'acide salicylique qui va induire les défenses, soit un produit de biocontrôle comme Bacillus qui est aussi un agent antagoniste qui a notamment des capacités biocides. Et donc la combinaison de ces produits peut permettre de contrôler la maladie en cours de culture. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'il va falloir sortir de cette idée
qu'on avait au cours de la Révolution verte, que pour un problème, il y avait toujours une solution. Et aller vers une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est plus compliqué. Vous avez un problème, ben, il faut prendre le temps d'observer, de collecter, d'analyser les données disponibles, d'utiliser des OAD, de partager les pratiques. Et donc pour un problème donné, il y a peut-être un panel de solutions qu'il va falloir mettre en place. Et il faut peut-être penser à reconcevoir le système de culture pour proposer des systèmes de culture qui permettront réellement d'utiliser les produits de biocontrôle, puisqu'il semble difficile de les utiliser dans le système de culture conventionnel actuel. Je vous remercie de votre attention. Et une dernière petite publicité avec la chaire Agro6, nous concevons des ateliers de reconception de systèmes de culture, donc pour permettre une utilisation du biocontrôle ou favoriser les régulateurs biologiques. Donc nous disposons de ce type d'ateliers qui peuvent être utilisés avec des viticulteurs ou des conseillers, donc c'est parfaitement possible de les mettre en œuvre dans le cadre d'une formation. Je vous conseille également le rapport qui avait été produit pour les alternatives au cuivre, qui permet également de prendre en compte le biocontrôle et les SDP de manière générale dans les alternatives au cuivre, donc, ainsi que les variétés résistantes, la taille, etc. Donc pour aller vers un prototype zéro cuivre, il faudra reconcevoir complètement le système de culture et ne pas se contenter de simples substitutions des produits de biocontrôle. Et une petite dernière diapositive pour montrer qu'on peut parfois arriver à des résultats pas si mauvais que ça sur le terrain, donc assez proche de ce qu'on peut obtenir avec un fongicide. Je vous remercie de votre attention.